Tu prends une paille géante et tu commences à gonfler Saturne. Elle devient de plus en plus grosse, et plus grosse, et plus grosse encore. Ça suffit. Maintenant, ajoutons-lui des anneaux géants. Voilà, je te présente Super Saturne, également connu sous le nom de Saturne sous stéroïdes. C'est un objet réel que les scientifiques ont découvert en 2012, une planète nommée J1407b. Et les astronomes ne sont toujours pas certains de ce dont il s'agit vraiment. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Dans ce cas, elle n'aurait pas de surface solide. Donc si tu voulais mettre le pied sur cette planète, tu tomberais simplement à travers elle jusqu'à son noyau. Mais il pourrait aussi s'agir d'une naine brune, soit quelque chose entre une grosse planète et une étoile à part entière. De tels objets doivent être suffisamment lourds pour déclencher des réactions thermonucléaires, comme celles qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Mais la puissance de ces réactions est trop faible pour que les naines brunes brillent et émettent de la chaleur. Pour imaginer la taille et le poids de J1407b, regardons notre Terre. Si tu mets notre planète sur une balance, celle-ci indiquera son poids en tonnes d'un 6 suivi de 21 zéros. Notre planète fait environ 12 700 km de diamètre. C'est Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Elle est aussi 318 fois plus lourde. Si Jupiter était un seau, tu pourrais y mettre 1321 terres. Et voici notre héroïne du jour, Super Saturne. Elle est presque 20 fois plus grande que Jupiter. Pour équilibrer la balance, il faudrait mettre 6360 terres de l'autre côté. Les anneaux de cette planète sont si vastes que s'ils étaient dans le système solaire, ils occuperaient plus de la moitié de l'espace entre le Soleil et la Terre. Et si Super Saturne échangeait sa place avec notre Saturne à nous, tu pourrais voir ces anneaux à l'œil nu. Ils seraient plus grands qu'une pleine lune. On peut supposer que ces anneaux sont apparus de la même façon que ceux qui entourent notre Saturne. Selon une théorie, il serait ce qu'il reste d'une lune aujourd'hui disparue. Son orbite n'était pas stable et au fil du temps, la Lune a été mise en pièces par les forces de marée de l'énorme planète autour de laquelle elle tournait. De petits morceaux de cette ancienne Lune ont pris place sur l'orbite de la géante. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, exactement comme dans un mixeur. Après un certain temps, il n'est plus resté que des particules de poussière et de glace se déplaçant autour de la colossale planète. Une autre théorie suggère que les anneaux sont apparus après que la Lune soit entrée en collision avec un astéroïde ou avec une autre Lune. Le mixeur gravitationnel a alors fait son travail et a transformé tous ces débris de Lune en anneaux. Certains scientifiques pensent que les anneaux se sont formés à peu près en même temps que la planète elle-même. Ils ne seraient donc que les restes d'une nébuleuse planétaire, à savoir un nuage de gaz, de débris spatiaux et de poussière. Plus tard, tout ça est devenu compact et s'est solidifié pour former une planète. Nous ne pouvons que spéculer sur l'origine des anneaux de Super Saturne, mais les scientifiques affirment que leur masse représente 80% de celle de la Terre. Cela signifie peut-être que la Lune qui orbitait autour de J1407b avait à peu près la même taille que notre planète. Il y a un petit trou au milieu de ces anneaux. Les scientifiques pensent que la Lune de Super Saturne pourrait s'y trouver. Si c'est le cas, elle devrait avoir à peu près la taille de Mars. Si les scientifiques ont raison et que Super Saturne est en fait une naine brune, alors c'est une découverte incroyable. Les scientifiques pourront la regarder vieillir. On suppose que les naines brunes perdent leur énergie et rétrécissent, se ternissant peu à peu. Et quand une naine brune a épuisé toute son énergie, elle se transforme en une naine noire. Il est alors facile de la confondre avec un trou noir. Nous n'avons encore découvert de naines noires nulle part dans l'univers parce qu'il leur faudrait des milliards et des milliards d'années pour se former. Notre univers est trop jeune et aucune étoile, même parmi celles qui sont apparues dès la naissance de l'univers, n'a eu le temps de devenir une naine noire. L'un des objets les plus anciens de l'univers est cette naine blanche au nom assez long, WD 0346 plus 246. Elle a environ 11 à 12 milliards d'années et est à moitié plus froide que notre Soleil. Et elle ne cesse de se refroidir. Il lui faudrait en années environ 10 suivi de 15 zéros pour se transformer en naine noire. À titre de comparaison, l'univers est âgé, en années encore, de 1,4 suivi de 10 zéros années. Les scientifiques pensent qu'une naine noire existera pendant environ 10 suivi de 25 zéros années, se nourrissant de matière noire. Après ça, ces protons, les plus petites particules de matière, commenceront à se désintégrer. Et ensuite, la naine noire s'évaporera tout simplement. Cela prendra encore 10 suivi de 49 zéros années.
Mais si les protons restent intacts, un scénario bien plus intéressant attendra la naine noire. Dans 10 suivi de 1500 années, la naine noire deviendra une étoile de fer. Il s'agit en gros d'un énorme boulet de canon dans l'espace. Cette sphère de fer existera des milliards de fois plus longtemps que notre univers tout entier n'a encore existé, jusqu'à ce qu'elle se transforme soudainement en trou noir. Le processus de formation d'une naine noire est donc extrêmement long. Il faudrait un temps fou à une étoile ordinaire pour vieillir ainsi. Mais Super Saturne, si c'est une naine brune, pourrait être beaucoup plus proche de cet état. Saturne sous stéroïdes n'est pas la seule planète étrange de notre univers. Voici Gliese 436b. Elle a été détectée à l'aide de la méthode du transit. Un transit se produit lorsqu'une planète se déplace entre son étoile hôte et un observateur. C'est un peu comme une éclipse lunaire. Cette planète fait 4 fois la taille de la Terre et est 22 fois plus lourde. C'est presque autant que Neptune. Elle abrite un monde aquatique hors du commun. L'eau y est solide, mais ce n'est pas de la glace. Elle a une température d'environ 270 degrés Celsius. L'eau de ta casserole se transforme en vapeur à 100 degrés Celsius. Mais sur Gliese 436b, le liquide reste solide à cause de la pression extrême qui règne sur la planète. Les scientifiques ont aussi découvert que son atmosphère s'évaporait dans l'espace. C'est pourquoi il y a un nuage circulaire géant autour d'elle. Il se déplace constamment sur son orbite, ce qui donne à la planète une longue queue qui ressemble à celle d'une comète. Cancri E détient des richesses incroyables qui valent plus que tout l'argent de la Terre. Il y a des diamants éparpillés partout sur la planète. Cancri E est environ 2 fois plus large et 8 fois plus lourde que la Terre. Cette planète ne tourne pas. Un seul de ses côtés fait toujours face à son étoile hôte. Sa température de surface est presque 2 fois plus élevée que la température d'un feu brûlant. Et comme son étoile hôte est riche en carbone, la planète contient de grandes quantités de cet élément. La pression et les températures intenses aident à transformer le carbone en graphite et en diamant. Malheureusement, cette planète se trouve à 40 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 730 000 ans pour s'y rendre avec une fusée ordinaire. Une autre planète riche en pierres précieuses est At-P-7b. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre. Elle est 60% plus grande et presque 2 fois plus lourde que Jupiter. Cette planète est si proche de son étoile hôte qu'elle en fait le tour en seulement 2 jours terrestres. En raison de cette proximité avec l'étoile, At-P-7b est presque aussi chaude qu'une naine blanche. Si tu regardes la face nocturne de cette planète, tu verras des nuages étranges. Les scientifiques pensent que ces nuages sont peut-être riches en corindon. C'est la substance qui forme les rubis et les saphirs. Il est donc probable qu'il y pleuve des pierres précieuses aussi chères que magnifiques. WASP-12b est l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes. Un seul de ses côtés fait face à son étoile hôte. La surface de la planète est si sombre qu'elle dévore environ 94% de toute la lumière visible. Elle ressemble donc beaucoup à un trou noir. L'étoile hôte réchauffe tellement cette planète que la matière qui s'y trouve s'évapore continuellement. Puis la forte gravité de l'étoile attire ce nuage vers elle, formant un disque. Mais TRES-2b est la championne. C'est la planète la plus sombre que l'on connaisse. Elle absorbe 99% de la lumière provenant de son étoile. Ce qui signifie qu'elle absorbe plus de lumière qu'un morceau de charbon. 1% de la lumière restante est rouge car elle est réfléchie par cette géante gazeuse. De loin, cette planète a l'air vraiment maléfique. L'une des plus anciennes planètes de l'univers est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années. Cela signifie qu'elle s'est formée environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette planète est si vieille que ces 2 étoiles hautes ont eu le temps d'évoluer. L'une est une naine blanche, l'autre est un pulsar qui fait presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être époustouflants. En ce moment, ce système stellaire se dirige vers un dense amas d'étoiles. Il est probable que cela finisse par une collision stellaire. Le sort de cette planète est donc inconnu. Kepler 438b est l'une des planètes les plus similaires à la Terre. Elle n'est que 12% plus grande et se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte, ni trop proche, ni trop éloignée. À cette distance, l'eau ne s'évapore pas à cause de la chaleur et ne se transforme pas en glace à cause du froid. Cette planète pourrait abriter de la vie à sa surface. À l'avenir, elle pourrait aussi devenir une nouvelle demeure pour l'humanité. Mais il nous faudrait encore 470 ans pour nous rendre sur cette planète, même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en raison des lois de la physique. Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace.
Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande, et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe.
On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid, et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Cette planète est appelée le joyau du système solaire. Composée principalement de gaz, elle pourrait flotter sur l'eau, si toutefois tu trouvais un réservoir de 120 700 km de large et de profondeur équivalente. Mais ce qui rend la planète si reconnaissable, ce sont ces magnifiques anneaux, gris, dorés et beige. Ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certains sont aussi minuscules que des grains de sable. D'autres sont aussi massifs que des gratte-ciel. La planète dont je parle est Saturne, et en ce moment même, la Terre se précipite vers elle à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une journée normale, il y a plus de 6 mois. Tout d'un coup, la Terre a dévié du cours qu'elle suivait depuis plusieurs milliards d'années. Mais au lieu de se précipiter vers le Soleil, elle a commencé à s'éloigner de l'étoile. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour le mieux. Ça nous laisse plus de temps pour trouver une solution. La Terre se déplaçait autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Pour une raison mystérieuse, lorsqu'elle a quitté son orbite, la vitesse est restée la même. Cela signifie que nous allons parcourir 1,2 milliard de kilomètres séparant notre planète de Saturne en 1 an et 3 mois. Au début, personne ne se rendait compte de ce qu'il se passait. Mais quelques heures plus tard, c'est devenu évident. Malgré la panique qui s'est emparée des terriens, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mis à part le fait qu'il commençait à faire de plus en plus froid. Les prévisions des astronomes étaient pessimistes. Les gens ont commencé à quitter leurs maisons situées dans les pôles et à se rapprocher de l'équateur.
La plupart des espèces végétales et animales étaient en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, même si nous essayions de les sauver dans des serres et des parcs de conservation spéciaux. Le ciel a changé de manière spectaculaire. En une semaine, on pouvait voir Mars clairement. Elle ressemblait à une grosse sphère rougeâtre suspendue au-dessus de nos têtes. Jupiter est devenu aussi brillant que la Lune. Une fois que la Terre s'est trouvée aussi éloignée du Soleil que Mars, les jours sont devenus 2 fois plus sombres qu'auparavant. Au début, l'atmosphère de notre planète agissait comme une barrière entre les hommes et l'espace. C'est pourquoi nous n'avons pas ressenti le froid immédiatement. Mais 7 jours plus tard, tous ceux qui ont osé quitter leur maison ont dû se blottir dans des vêtements d'hiver super épais. À ce moment-là, les températures étaient déjà descendues à moins 98 degrés Celsius. Il a fait encore plus froid une fois que notre planète a dépassé Mars et a traversé la ceinture d'astéroïdes. Elle a été l'une des régions les plus dangereuses sur notre chemin jusqu'à présent. Oui, les gens ont pu admirer de sublimes pluies de météorites sillonner le ciel. Mais plusieurs corps spatiaux ont réussi à traverser l'atmosphère terrestre. Ils se sont écrasés sur le sol, aplatissant les montagnes et laissant derrière eux de gigantesques cratères. Ils ont provoqué des tsunamis et déclenché des tremblements de terre. À l'heure actuelle, la plus grande partie de la planète, y compris les océans, s'est déjà transformée en un désert de glace. Il y a un manque de nourriture et de ressources naturelles. Nous avons construit des villes souterraines et des tunnels pour les relier. Nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un moyen de sortir de cette situation. S'ils n'y parviennent pas, voilà ce qui va se produire. Plus notre planète se rapproche de Saturne, plus la planète à anneaux se profilera à l'horizon et plus elle paraîtra grande. Bientôt, elle brillera plus que la pleine lune. L'énorme orbe brun jaunâtre sera visible même pendant la journée, mais il sera particulièrement impressionnant la nuit. Au lieu de dormir, des millions de personnes passeront des heures à regarder Saturne grossir de plus en plus. Un jour, la distance entre les 2 planètes sera la même que celle qui séparait la Terre de Mars. Le disque de Saturne paraîtra environ le quart de la taille de la pleine lune. Ces anneaux seront aussi grands que les 2/3 de notre satellite naturel. Peu après, la vitesse de notre planète commencera à augmenter sous l'influence de l'attraction gravitationnelle de Saturne. La planète aux anneaux est 9 fois plus grande que la Terre, et sa masse est presque 100 fois supérieure. C'est pourquoi, au lieu de nous déplacer à une vitesse de 46 km par seconde, nous allons traverser l'espace à près de 64 km par seconde. C'est 2400 fois la vitesse moyenne d'une voiture. La gravité de Saturne influencera la Lune plus que celle de la Terre. En un rien de temps, nous allons perdre notre satellite. Il sera catapulté dans l'espace et se retrouvera probablement en orbite elliptique autour du Soleil. Si la Terre n'était pas sur le point de s'écraser sur Saturne dans un avenir proche, la Lune pourrait un jour croiser à nouveau notre planète. Rien de bon ne ressortirait d'une telle rencontre. Mais que se passe-t-il du côté de Saturne ? Saturne est l'une des plus grandes planètes du système solaire, juste après Jupiter. Même si les anneaux qui entourent la planète sont énormes, ils sont plutôt minces, moins de 2 km d'épaisseur. Néanmoins, les anneaux principaux sont assez grands pour s'étendre de la Terre à la Lune. Mais comment la planète a-t-elle obtenu de si beaux atouts ? Au-delà du bord extérieur des anneaux principaux A, B et C, il y a quelque chose que les astronomes appellent l'anneau F. Vieux de plusieurs millions d'années, c'est le plus étrange. Cet anneau en perpétuel mouvement est constitué de matériaux glacés et est incroyablement complexe. Ses courbes, ses torsions et ses amas de substances plus brillantes lui donnent l'air d'être tressés. Saturne a plus de 50 lunes confirmées. 2 d'entre elles, Pandore et Prométhée, encadrent l'anneau F de chaque côté. Elles s'enroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l'anneau, agissant comme des bergers. Elles rassemblent les particules de glace en une bande de 96 km d'épaisseur. Mais pourquoi pratiquent-elles cette danse élaborée ? Personne ne le sait. Ce que les scientifiques savent, c'est que lorsque les anneaux de Saturne étaient en évolution, la matière glacée s'est agglomérée et a formé des lunes mineures. Certaines d'entre elles se sont développées et sont devenues les plus grosses lunes de la planète. Mais 2 d'entre elles sont entrées en collision. C'est ainsi qu'est apparu le mystérieux anneau F. Si les lunes mineures n'avaient été constituées que de petites particules de glace, la collision spatiale aurait laissé un anneau et rien d'autre. Mais elles avaient des noyaux rocheux denses. Ceux-ci sont restés intacts et se sont transformés en Pandore et en Prométhée. Les gens n'ont aucune preuve que Saturne ait déjà heurté un autre grand corps spatial. Notre Terre pourrait être la première. Mais avant de s'écraser sur la planète elle-même, il faut passer à travers ces anneaux, y compris l'anneau F. Et non, notre planète ne se contentera pas d'y faire un trou. Les anneaux de Saturne sont constitués de petites particules. La gravité de la Terre commencera à en tirer certaines hors de leur orbite une fois que nous serons assez près. Et plus tard, lorsque nous nous en approcherons encore, le nuage de particules glacées s'élancera à la poursuite de la Terre. Mais il n'aura pas assez de puissance pour débarrasser complètement Saturne de ses anneaux. Ils continueront à se déplacer autour de leur planète d'origine. Mais leurs orbites vont changer et s'allonger. Avec le temps, les anneaux pourraient probablement se calmer à nouveau.
Mais la Terre ne leur donnera pas une telle chance. La collision avec notre planète ne laissera pas Saturne indemne. S'il est encore possible de jeter un coup d'œil au ciel, les gens pourront voir les anneaux disparaître dans le néant. Mais pas pour longtemps. Les plus gros morceaux de roche commenceront vite à frapper la surface de notre planète, laissant derrière eux des terres sans vie parsemées de cratères. Dans le pire des cas, la Terre pourrait même entrer en collision avec l'une des nombreuses lunes de Saturne. Mais imaginons que nous ayons traversé cette région en un seul morceau et que notre planète soit maintenant très proche de Saturne. La géante gazeuse peut sembler toute légère et aérienne, mais il est impossible que la Terre puisse traverser l'immense sphère et repartir de l'autre côté. C'est la gravité qui maintient tout ce gaz ensemble. La gravité même qui fera accélérer notre planète. Plus elle est proche d'un corps spatial beaucoup plus grand, plus l'attraction est forte. Les lignes de faille sur la Terre vont se fracturer. Elle déclenchera également de puissantes éruptions volcaniques partout dans le monde. Et puis, notre planète s'écrasera sur Saturne avec une force gigantesque. L'atmosphère des planètes sera comprimée. Cela provoquera une hausse de température spectaculaire et rapide, et en un rien de temps, l'air sera en feu. Les scientifiques affirment que le noyau de Saturne est dense, composé de fer et de nickel, et entouré d'une couche rocheuse. Mais nous n'y arriverons jamais. La Terre brûlera dans l'atmosphère de la grande planète après avoir été littéralement déchirée. Notre beau monde bleu-vert se transformera en milliards de billions de tonnes de roches vaporisées. Dommage. Peut-être que la Terre deviendra un autre anneau de Saturne, à la place de ceux qu'elle a détruits. Ça a l'air sinistre, je sais. Bon, qu'avons-nous sur la liste des choses à faire avant de mourir ? Cela semble sinistre, je sais. On n'a pas le pouvoir de sauver la Terre de Saturne, mais ce n'est qu'un mauvais rêve, alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose et nous sauver d'une menace réelle, celle du changement climatique. Je dis ça, je dis rien. Avec le temps, notre compréhension du monde qui nous entoure s'approfondit un peu plus chaque jour. Cependant, certaines des questions fondamentales qui tourmentent l'humanité depuis des siècles demeurent sans réponse. Par exemple, où s'arrête l'univers ? Ou mieux encore, pourrait-il être infini ? Nous estimons que l'âge de l'univers est d'environ 13,8 milliards d'années. Cela semble impressionnant, mais il pourrait en réalité être encore plus ancien. En effet, certaines régions de l'univers sont peut-être si lointaines que leur lumière n'a pas encore atteint notre planète. C'est pour cette raison que nous parlons de l'univers observable, c'est-à-dire la partie de l'univers accessible à notre observation. Ce qui se trouve au-delà reste mystérieux, et il est possible que nous n'en percions jamais les secrets. La question de savoir si l'univers est fini ou infini repose en grande partie sur sa géométrie. Selon la théorie de la relativité générale, 3 formes sont envisageables, une forme ouverte, une forme fermée ou une forme plate. L'univers ouvert ressemble à une selle, le fermé à une sphère, et le plat peut être comparé à une feuille de papier. Grâce à des calculs et des observations sophistiquées, les astronomes estiment avec une grande certitude que notre univers est plat. Cela pourrait indiquer qu'il est infini. Cependant, cela pourrait également signifier que la géométrie de l'univers est d'une complexité telle qu'elle échappe à notre compréhension actuelle. D'autres recherches laissent entendre que l'univers pourrait être fermé, et donc posséder une fin. Malheureusement, la réponse à cette énigme semble encore hors de notre portée. Si l'univers était fini, pourrait-il avoir une limite perceptible ? Depuis sa naissance, il y a plusieurs milliards d'années, l'univers est en expansion constante. Ainsi, les régions situées à la frontière de l'univers observable sont aujourd'hui bien plus éloignées qu'au moment où elles ont émis leur première lumière. Cela signifie que le bord de l'univers observable est à environ 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Imaginez une sphère d'un diamètre de 92 milliards d'années-lumière et d'un volume de 410 quintillons, qui est 410 000 milliards d'années-lumière cubes. Voilà, c'est notre univers observable. Mais nul ne peut affirmer avec certitude que ces chiffres gigantesques représentent la véritable limite de l'univers, sans rien au-delà. Une telle prétention serait d'ailleurs profondément arrogante. Il est probable qu'un tout autre monde existe au-delà des frontières de l'univers observable. Et même si l'univers est fini, il pourrait ne pas avoir de bord perceptible, à l'image de notre planète. Celle-ci est indéniablement finie, mais avez-vous déjà observé un véritable bord ? Peu probable. Ainsi, tout repose encore sur la géométrie de l'univers. Dans l'hypothèse où l'univers serait infini, il pourrait continuer à s'étendre sans pour autant devenir plus grand, puisqu'il est impossible de surpasser l'infini. L'expansion de l'univers implique une dilatation de l'espace lui-même, augmentant ainsi la distance entre les objets qu'il contient. Sur ce point, les astronomes s'accordent, l'expansion se poursuit, que l'univers soit infini ou non. Cela nous amène à une autre interrogation.
De quoi l'univers est-il composé? Tout ce que nous sommes capables d'observer, grâce à des télescopes ou d'autres instruments, est désigné comme de la matière normale. Cette matière, constituée d'atomes et de molécules, ne représente que moins de 5% de l'ensemble de l'univers. Près de 27% sont constitués de matière noire, et environ 3/4 de l'univers sont composés d'une force énigmatique appelée énergie noire. Les astronomes ont découvert son existence lorsqu'ils ont constaté, il y a quelque temps, que l'expansion de l'univers s'accélérait au lieu de ralentir. Cela suggérait la présence d'une force mystérieuse qui contrecarre la gravité, baptisée énergie sombre. Pour l'heure, nous demeurons incapables de définir la nature de la matière noire et de l'énergie sombre. Quant aux 4,9% de matière normale que nous comprenons, environ 74% sont composés d'hydrogène, 24 d'hélium, et le reste se répartit entre des éléments plus lourds. Une autre question est de savoir si les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers. Eh bien, il n'y a aucune raison convaincante pour que ce soit le cas. Mais lorsque les scientifiques ont essayé de mesurer de minuscules différences dans les constantes régissant les forces de la nature, il s'est avéré que ces lois étaient les mêmes partout et à tout moment. Cela dit, certaines études ont suggéré qu'une constante influençant les interactions électriques aurait pu être différente dans le passé. Toutefois, la communauté scientifique reste majoritairement sceptique, estimant que cette hypothèse est controversée et, pour l'instant, non vérifiée. Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Waouh! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Mais attends, c'est quoi cette étrange structure là? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billiard d'étoiles, soit 10 suivi de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge. Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de quasars. Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de quasars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 quasars dans cette structure. Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un quasar se trouve un trou noir supermassif.
Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque. Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul quasar est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les quasars même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les quasars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des quasars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang, et il est presque 3 fois plus vieux que notre système solaire. Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivi de 14 zéros fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du Triangle, plus quelques douzaines d'autres galaxies légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation. La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15 zéros fois la masse solaire. Zoom arrière, l'Aniakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière. Voici le complexe de super amas Poisson-Baleine. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire. Zoom arrière. Ouf. Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles, eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'Éridan, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles. Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue. Une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle. Une énorme sphère contenant tous ces murs et toutes ces chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'Éridan se sont retrouvées dans un univers parallèle. Les scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace interuniversel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre. Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir ? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même. Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné,
La force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghetti. Miam! Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait, peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre. Mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus.
Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies. Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur, quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. Sans la maîtrise des langues, les individus issus de nations différentes seraient incapables de communiquer efficacement. Et que se passerait-il si une civilisation extraterrestre tentait de nous adresser un message ? Comment pourrions-nous interpréter leurs intentions ?
Cherche-t-il à établir un dialogue pour mieux nous comprendre, ou s'agit-il d'un avertissement relatif à une invasion imminente? Il doit être terriblement ardu de combler le fossé entre nous et des créatures dont les esprits, les corps et les habitats diffèrent totalement des nôtres. Pour s'exercer à décoder d'éventuels messages extraterrestres, un collectif dirigé par des artistes a élaboré une missive fictive émanant des étoiles. C'était le message le plus alien que le monde ait jamais vu. Bien qu'il ait été écrit par des humains pour des humains, il était aussi non humain que possible. Cette communication a été simulée comme émise depuis Mars vers la Terre, et 3 observatoires ont capté sa transmission après un délai de 16 minutes. À ce jour, cependant, personne n'est parvenu à en percer le mystère, même si de nombreux chercheurs s'y attellent encore. Seules 3 personnes dans le monde détiennent la clé du sens de ce message. Parmi elles se trouve Daniela De Polis, la fondatrice du projet. Avec 2 co-auteurs, elle a élaboré cette énigme après avoir consulté des scientifiques, poètes, informaticiens et philosophes de divers horizons. Leur défi principal résidait dans la nécessité d'abandonner toute perspective anthropocentrique afin de rendre le message authentiquement extraterrestre. Pour cette raison, l'équipe a exclu d'emblée toute forme de communication basée sur le langage, bien qu'elle refuse aujourd'hui de confirmer ou d'infirmer la présence de texte dans le message. Ils ont également envisagé de recourir aux mathématiques. Si les concepts fondamentaux de cette discipline sont universels, leur représentation peut néanmoins varier considérablement d'une culture à l'autre. De Polis et son équipe ont longtemps éprouvé des difficultés à concevoir le message, confrontés à un sérieux blocage créatif. Cependant, en 2019, une idée a finalement émergé. 3 ans plus tard, en 2022, une avancée décisive a été réalisée lorsque l'équipe s'est inspirée d'une nouvelle intitulée « Un signe dans l'espace ». Peu avant la transmission, un astronome a rejoint le projet, apportant une dimension mathématique au message afin de renforcer son universalité. Depuis son annonce initiale, ce projet a captivé de nombreux passionnés d'énigmes. Ces derniers ont échangé des idées dans l'espoir de résoudre ce mystère. Certains ont même été parmi les premiers à extraire les données brutes depuis la diffusion de l'orbiteur ExoMars. Un fichier de 40 gigaoctets combinant des chiffres et le contenu du message extraterrestre. Si ce signal avait été authentique, il serait apparu sans crier gare. Toutefois, dans ce cas précis, la transmission avait été soigneusement programmée. L'analyse des données s'apparentait à l'épluchage méticuleux des couches d'un oignon. Après une semaine d'efforts, les participants ont obtenu une image représentant 5 amas ponctués sur un fond neutre. Dès lors, les spéculations concernant la signification de cette image se sont multipliées. Le message dévoilait-il l'apparence d'éventuels aliens? S'agissait-il de code Morse? Ou dissimulait-il des secrets génétiques? Un utilisateur est même allé jusqu'à solliciter ChatGPT pour tenter de déchiffrer l'énigme. Une hypothèse avançait que l'image pouvait être une carte stellaire révélant la position de la civilisation extraterrestre. Une autre théorie supposait que les points, semblables à des constellations, représentaient peut-être des molécules constitutives de la biosignature d'un monde étranger. Le décryptage consiste à interpréter un message pour lequel seule la cible initiale détient la clé. Ce processus est bien plus complexe que le décodage, car il nécessite de deviner cette clé manquante. L'une des difficultés majeures réside dans le choix d'un point de départ. Chaque tentative semble hasardeuse. On croit parfois discerner des schémas significatifs, mais il faut s'arrêter pour se demander s'ils existent réellement ou s'ils sont le fruit de projections personnelles. La communauté s'efforce encore de percer les secrets du message. À ce jour, plus de 30 pistes ont été explorées pour y parvenir. Ce n'est qu'une fois cette étape achevée que l'on pourra envisager de comprendre pleinement sa signification. Et vous, souhaiteriez-vous y contribuer? Peut-être avez-vous une idée à proposer? N'hésitez pas à la partager avec nous. Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non, le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la Terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux. Et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix retentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance.
Tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ses haut-parleurs. Il dit « Personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores. Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ?» Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan en 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville, en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars. Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus, comme les cloches et les gazouillis d'oiseaux, presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes, et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air, et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable, malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser. Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus, canicule, des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du Soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du Soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface, ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Ouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée, et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année, car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du Soleil. Il est difficile de se comprendre, mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu, et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption.
mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace, car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile. À mesure que tu descends vers la Lune, le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacé. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors tu regardes autour de toi. Cette lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Youhou! Tu es dans un avion en direction d'une convention d'astronomie importante quand tu vois par la fenêtre une grande silhouette qui éclipse tout le soleil. Tu recraches tout ton café et tout le monde dans l'avion regarde dehors en état de choc. Tu remarques alors qu'elle a des anneaux comme Saturne. Tu devais te rendre au Japon mais tu es obligé d'atterrir en Californie. Dès que tu atterris, tu regardes vers le ciel et tu vois d'autres structures géantes ressemblant à des planètes qui flottent dans le ciel. Tout le monde prend des photos et essaie de comprendre ce qui se passe. Soudain, tu remarques une énorme boule de feu qui s'écrase près de l'aéroport. Tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri et par chance, la boule se retrouve au milieu de la piste, sans personne autour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a désormais plus de piste pour que les avions puissent atterrir. Tout le monde se regroupe pour se mettre à l'abri, et d'autres gros objets apparaissent dans le ciel. Toutes les communications ont cessé ou sont devenues inopérantes car ces gros objets ont détruit tous les satellites. Certains scientifiques à proximité mentionnent que ces objets sont les planètes du système solaire, qui se trouvent maintenant à la même proximité que notre Lune. Mercure et Vénus ressemblent à des lunes, mais Saturne occupe une grande partie du ciel. Tu dis à ces scientifiques que tu es astronome. Ils t'invitent à les rejoindre pour un voyage en Antarctique, à la station d'observation du pôle Sud. Ils ont besoin de tous les cerveaux possibles pour les aider à résoudre ce mystère. Tu montes sur un bateau dont le cap est réglé sur l'Antarctique. Les vagues sont extrêmement agitées pour un jour si peu orageux. Tu arrives finalement sur le continent après quelques jours et tu dois monter sur une motoneige jusqu'à la station Amundsen Scott du pôle Sud. Là-bas, tu retrouves un groupe de scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu n'étais pas préparé à ces températures glaciales en plein mois de juillet. Tu arrives à la station et tu vois tous tes collègues scientifiques qui courent partout avec de la paperasse et qui débitent des trucs sur des planètes en orbite autour de notre atmosphère. Tu arrives dans la salle de conférence où la directrice de recherche t'explique ce qui se passe. Une à une, les planètes se rapprochent de nous jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec la Lune. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. Vénus est arrivée la première et maintenant Saturne se rapproche. La Lune se trouve à environ 386 km de la Terre et elle affecte les marées des océans et des mers par son attraction gravitationnelle. L'eau étant moins dense que la Terre, on peut voir les marées changer. Les grandes marées se produisent donc lorsque la Terre est attirée vers la Lune. Et comme les autres planètes se rapprochent de la Terre, l'attraction gravitationnelle change de façon erratique.
Dans quelques heures, Saturne sera à la même distance que notre Lune. Tu te diriges vers le grand télescope et tu observes les planètes. Un avion ou un hélicoptère ne sera pas en mesure de voler correctement et ne disposera pas de la technologie radar appropriée pour l'y aider. Tu continues à observer et remarques que Mars se rapproche de la Terre. Tu entends aux infos que les raz-de-marée s'enchaînent en ce moment et que certaines îles sont même emportées par les eaux. Heureusement qu'elles ont été évacuées avant. Avec Mars qui se rapproche, tu remarques que Neptune se rapproche également. Tu peux sentir la gravité de la Terre fluctuer à chaque pas que tu fais. Tu partages tes découvertes avec la directrice de recherche. La seule solution pour survivre semble être de construire rapidement des bunkers, loin des océans et des mers, qui puissent accueillir de nombreuses personnes avant que les autres planètes ne soient trop proches. Une équipe d'ingénieurs arrive et entame la construction. Des vagues successives de survivants arrivent et s'installent dans ces bunkers pratiquement construits en une nuit. À chaque heure, de nouvelles planètes se rapprochent. Mars et Neptune se sont déjà installés avec Mercure, Vénus et Saturne. Pluton et Uranus sont maintenant visibles à l'œil nu et font leur chemin vers la Terre. L'attraction gravitationnelle devient complètement incontrôlable. La neige dans le désert de l'Antarctique reste en suspension pendant plusieurs secondes lorsque quelqu'un marche dessus. Tu peux sauter beaucoup plus haut. C'est maintenant la nuit, mais le ciel n'est pas aussi sombre que d'habitude. Les planètes réfléchissent beaucoup plus de lumière solaire que notre Lune. Elle est à peine visible maintenant. En multipliant les observations, on remarque que des comètes et des météorites volent très près de notre atmosphère. Certaines s'écrasent même sur Mars et Neptune. Tout le monde peut le voir depuis la Terre. D'autres débris spatiaux se retrouvent également dans l'atmosphère terrestre. Mais tu remarques quelque chose d'étrange. Les planètes semblent maintenant orbiter autour de Saturne. Tu vérifies tes calculs et tu découvres que les positions de ces planètes sont maintenant alignées avec son orbite. C'est parce qu'elles possèdent la plus grande masse de toutes les planètes. Les anneaux de Saturne sont constitués de particules de glace, certaines aussi grandes que des autobus et d'autres aussi petites que des cailloux. Mais elles s'écrasent toutes et interfèrent avec les autres planètes. Personne ne peut sentir le changement d'orbite au début, mais petit à petit c'est le cas. Avec ce phénomène, les tremblements de terre et les volcans sont inévitables. C'est pourquoi tout le monde fait ses bagages et est prêt à fuir, toi y compris. L'Antarctique a des dizaines de volcans cachés sous ses glaces. Certains sont souterrains, tandis que d'autres se trouvent tout juste à la surface. L'attraction gravitationnelle de Saturne est beaucoup plus forte que celle de la Terre sur la Lune. Le noyau interne réagira donc beaucoup plus intensément et déclenchera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout le monde fait ses bagages très rapidement et se dirige vers les hélicoptères pour s'envoler vers l'Afrique du Sud. Les hélicos ont été conçus pour suivre une trajectoire directe sans avoir besoin de radar pour les guider. Tu arrives au sud de l'Afrique, qui est en grande partie recouvert d'eau. L'hélico t'emmène plus près du centre. Puis, tu te rends dans le désert du Sahara. Une surface plane, sans rien autour, sera la meilleure option pour votre sécurité. Mais tu regardes dans le ciel et tu vois une autre planète qui se rapproche. C'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Elle s'approche rapidement. De nombreuses autres planètes lui font automatiquement de la place, y compris Saturne. Tu es sur la route du Sahara, même s'il faudra des jours pour l'atteindre en voiture. Le ciel est sombre pendant la journée car la plupart des planètes bloquent le ciel. Tu arrives finalement dans le désert du Sahara avec d'autres scientifiques et, à ta grande surprise, une ville entière a été érigée en un mois seulement, lorsque les planètes ont commencé à apparaître. Tu t'installes dans ton dortoir mais tu as encore beaucoup de travail à faire. Quelques jours plus tard, Jupiter pénètre dans l'atmosphère et nous éclipse complètement. Cependant, la Terre est maintenant en rotation autour d'elle. Et c'est beaucoup plus rapide que de tourner autour du Soleil, puisque Jupiter est plus petite. Mais comme Saturne est aussi grande, la Terre est balancée d'orbite en orbite, comme deux personnes jouant à un jeu de raquettes. Ainsi, avec ce phénomène, les habitants de la Terre expérimentent des forces gravitationnelles différentes de temps en temps. Les raz-de-marée deviennent de plus en plus forts, et des volcans entrent en éruption partout. Comme le noyau de la Terre se réchauffe, la température sur Terre change également. Et avec un manque de lumière solaire la plupart du temps, une grande partie de la vie végétale a du mal à suivre. Les récoltes sont plus difficiles à cultiver avec la lumière naturelle du soleil. Les gens se tournent donc vers l'éclairage artificiel et les serres. Les voyages aériens et spatiaux sont impossibles. La station spatiale internationale est complètement détruite ainsi que les satellites en orbite dans l'espace. C'est pourquoi ni les téléphones portables ni Internet ne peuvent fonctionner. La gravité est encore plus dysfonctionnelle que jamais. 6 mois plus tard, l'humanité a retrouvé un moyen de faire face à cette nouvelle normalité. Mais les choses sont constamment en train de changer. Le nombre d'heures dans une journée a changé ainsi que les jours qui composent une semaine. Auparavant, on mesurait ce nombre avec les phases de la Lune.
Un mois correspondait à la Lune dans toutes ses phases, d'une nuit sans Lune à la pleine Lune et ainsi de suite. Mais la Lune de la Terre a disparu dans ce chaos planétaire.